Bien, je pense que nous pouvons commencer. Donc, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous nos participants à ce webinaire un peu nouveau pour le CFBL. Donc, j'en profite pour à la fois présenter et remercier Madame Champion, notre nouvelle psychologue du CFBL, qui a commencé à travailler avec nous depuis 3 semaines maintenant. Donc, bienvenue, soyez la bienvenue, et qui a accepté rapidement de mettre en place ce webinaire afin de répondre aux questions que les parents, que les familles se posent au sujet de la situation un peu compliquée que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant. Donc, la conférence va se passer en 2 temps. Un premier temps où Madame Champion va présenter quelques idées importantes du thème retenu et répondre à un certain nombre de questions qui ont été regroupées sur des chapeaux un peu génériques. Si pendant la conférence, vous avez des questions à poser, utilisez le chat plus que le Q&A, utilisez le chat et écrivez vos questions et nous essayerons à la fin de la présentation de Madame Champion de répondre à ces questions-là. Et si jamais c'est un peu compliqué de répondre comme ça en direct à un certain nombre de questions, il pourrait y avoir un envoi séparé avec des réponses à ces questions-là. Mais on essaiera de les prendre l'une après l'autre à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à les poser par écrit, donc en message à tous les conférenciers et tous les participants, afin que nous puissions y répondre, surtout que Madame Champion puisse y répondre à la fin. Donc, nous devrions être assez nombreux ce soir, plus de 90 personnes, ce qui nous empêche de faire des questions-réponses en direct, mais on essaiera de faire au mieux. Donc, les gens sont encore en train d'arriver. Nous ne sommes qu'une quarantaine pour l'instant, mais nous allons quand même commencer. Donc, Madame Champion, à vous. Très bien, merci. Merci, Monsieur Bittmann, pour avoir présenté et introduit un peu ce qui va se passer ce soir pendant ce webinaire. Donc, peut-être tout d'abord un petit mot rapide sur moi. Je suis donc, comme Denis l'a indiqué, la psychologue scolaire. Jusqu'à présent, j'ai travaillé en cabinet privé et je recevais un certain nombre de personnes, de patients d'âges différents, et j'ai aussi travaillé dans le passé pour le NHS et aussi dans une association caritative qui s'occupe de familles en difficulté. Donc, je viens tout juste de rejoindre le CFBL où effectivement je travaille avec l'équipe de la vie scolaire et je rencontre aussi les membres du personnel, les professeurs, les parents et les enfants. Donc, ma mission est d'accompagner les enfants pour évaluer leurs besoins individuels et éventuellement donc de mettre en place des mesures d'aide si nécessaire pour les diriger vers des ressources externes les mieux adaptées à leurs besoins. Donc voilà, je suis au CFBL tous les mardis. Donc, un petit peu, qu'est-ce qui nous amène ici ce soir? Donc, je voulais peut-être d'abord aborder 3 points importants qui m'ont semblé pertinents par rapport à cette situation que nous vivons tous. Et ensuite, effectivement, on passera aux questions, car je pense que c'est ce qui nous amène aussi ce soir. Mais je voulais aborder 2-3 petites choses. Donc, mon premier point important, c'était de parler un petit peu de cette situation anxiogène, car nous sommes tous particulièrement touchés, agités et nerveux, et bien sûr inquiets avec ce qui est en train de se passer. Notre vie quotidienne a été complètement perturbée. Et nous avons très peu de visibilité sur ce qui va se passer dans un futur immédiat. Donc, nous sommes en train de faire face à une période d'incertitude que nous n'avions jamais jusqu'à présent expérimentée. Donc, forcément, les personnes qui vont avoir le plus de mal à accepter l'incertitude de cette situation vont être plus susceptibles de ressentir une anxiété élevée. Donc, notre cerveau est allergique à l'incertitude. En tant qu'être humain, nous n'aimons pas les situations qui sont incertaines. On a tendance à vouloir mettre les choses dans des cases, que les choses soient blanches ou noires. On aime bien catégoriser les choses. Donc, le flou n'est pas quelque chose que notre esprit affronte facilement. Donc, pour lutter contre cette anxiété, ou en tous les cas pour la vivre au mieux, il va falloir apprendre à
non pas forcément la chasser, mais apprendre à l'accepter, à la tolérer et surtout à la contenir. Donc, accepter que cette anxiété fasse partie intégrante de l'expérience humaine. Bien sûr, il va falloir faire une petite différence entre l'anxiété que l'on peut tous ressentir, qui fait partie, comme je disais, de notre expérience humaine. Donc, c'est-à-dire que parfois, on a besoin de cette anxiété, par exemple, avant de se préparer à une compétition sportive. Le sportif va la ressentir, ça va lui permettre de se mobiliser avant de faire une présentation comme celle-ci, par exemple. On a besoin un petit peu de cette anxiété qui va être là, qui va nous propulser et nous mettre dans l'action. C'est là aussi pour nous protéger un petit peu. Donc, ce qui peut arriver par contre, parfois, c'est que cette anxiété va se transformer en rumination. Vous savez, ces pensées qui ne nous lâchent plus. J'appelle ça parfois un petit peu cette radio intérieure qui va commencer à vraiment se transformer en rumination. Et c'est là où parfois ça va bien sûr créer des situations difficiles. Vous allez avoir du mal à dormir, ça va nous affecter physiquement aussi, ça va se manifester aussi dans notre corps. On va avoir le cœur qui bat plus fort, les mains plus moites. Donc ça va ensemble, ce sont deux choses qui vont ensemble. Donc, ça, c'était mon premier point, donc de parler un petit peu de cette anxiété. Donc, la deuxième chose que je voulais aborder, c'était donc le thème du well-being, donc de comment, dans cette situation, et surtout en ce moment, on va donc prendre soin de soi. Qu'est-ce que cela veut dire, prendre soin de soi, et comment, effectivement, on va devoir être plus attentif que jamais, surtout auprès de nos enfants, pour effectivement gérer nos comportements face à ce stress, face à cette anxiété. Donc, qu'est-ce que c'est prendre soin de soi ? Eh bien, c'est vrai que si nous, en tant que parents, on ressent de l'anxiété, on va forcément la retransmettre. Les enfants comptent sur leurs parents pour leur procurer un sentiment de sécurité. Les enfants nous observent constamment, donc il est important de se rappeler que nous sommes leur premier modèle. Donc, il est d'autant plus important qu'on se rappelle de ça. Et j'aime bien utiliser un petit peu l'analogie pour nous en tant que parents. Nous sommes un peu les conducteurs du véhicule. C'est nous qui tenons le volant. Nos enfants sont les passagers. Et donc, c'est bon de se souvenir que c'est nous, voilà, nous sommes au volant et nous assurons de la sécurité des passagers. Donc voilà, c'est nous qui sommes vigilants, on doit être alerte, on doit être attentif à notre comportement. Donc voilà, comment prendre soin de soi. Nous avons plusieurs choses qui peuvent nous aider. En ce moment, c'est important de rester attentif à ce qui va nous faire du bien. Moi, par exemple, je sais que l'exercice, c'est quelque chose vraiment qui compte énormément pour moi et qui me fait beaucoup de bien. Mais chacun va devoir trouver un petit peu ses méthodes. Il va se souvenir qu'il faut de l'importance de se connecter à ce qui a du sens pour nous, ce qui compte dans notre vie. Les relations avec nos amis, les gens qui nous sont proches. Donc voilà. Et encore une fois, se souvenir que si on prend soin de soi, on va apporter à la famille un environnement plus serein. J'aime bien aussi parler de vous savez, quand on prend l'avion et qu'ils introduisent les mesures de sécurité, ils parlent souvent du masque à oxygène. Quand le masque à oxygène va tomber, en tant que parent, on met le masque et ensuite, on s'occupe des enfants. Donc, j'aime bien utiliser aussi cette analogie parce que je pense qu'elle décrit bien l'importance de s'occuper de soi. Et mon troisième point par rapport à ça, c'est que dans la façon dont on s'occupe de soi, ça veut aussi dire se poser certaines limites. Donc, il y a comment on gère l'anxiété, il y a comment on prend soin de soi, mais il y a aussi comment on va se poser des limites. Donc, ce qui nous permet de prendre soin de soi, c'est de mieux se connaître.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si on sait en ce moment que cette situation nous stresse, nous apporte beaucoup d'anxiété, on va peut-être vouloir se poser certaines limites par rapport au nombre de notifications qui arrivent sur notre téléphone. On va peut-être devoir filtrer. Donc, c'est ça, se poser des limites. C'est filtrer les choses qui vont nous porter du stress, mais de façon consciente. Vraiment faire attention de façon à ce que ça ne vienne pas nous envahir. Ça peut être aussi, plus que jamais, par exemple, poser des limites dans la structure de la famille. Donc, instaurer des repas réguliers, réinstaurer une routine, des rituels, histoire de remettre un peu un cadre. Notre cadre a été complètement chamboulé. Donc, c'est vraiment histoire de remettre le cadre, de reposer certaines limites en famille et aussi, bien sûr, des limites personnelles par rapport à notre travail. On travaille tous, peut-être, on a tous été amenés à travailler de la maison. Ça a un petit peu chamboulé nos codes, nos rituels. Donc, là aussi, on se pose des limites. Comment on fait ça? Comment on prend soin de ça? Qu'est-ce qui va être acceptable? Qu'est-ce qui ne va pas être acceptable? Aussi à la maison avec nos enfants, les écrans, toutes ces choses-là. Donc voilà, je voulais juste aborder un petit peu ces 3 points parce que je pense que c'est des choses qui vont revenir dans les questions que j'ai regroupées par thème. J'ai pu remarquer que voilà, c'était souvent ces petites choses qui revenaient. Comment gérer l'anxiété? Et je donnerai quelques outils en répondant aux questions. Comment voilà, on s'assure de prendre soin de soi. Et ce 3e point qui reviendra, c'est voilà, comment on va se poser ses limites pour faire voilà, au mieux pour apprendre un petit peu à gérer ce stress. Donc voilà, je pense que je vais passer à la première question. Donc comme je disais, certains d'entre vous ont envoyé des questions, je les ai regroupées par thème. Donc quelque chose qui est souvent revenu, c'est mon enfant est anxieux et il a peur de la maladie, il a peur du Covid. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr d'accueillir cette inquiétude, d'entendre votre enfant. On a tendance à vouloir réconforter un enfant stressé en lui disant que tout va bien se passer et qu'il n'a aucune raison d'avoir peur. C'est un petit peu parfois la réponse qu'on a tendance à avoir, alors que l'enfant, il peut avoir la sensation il peut se sentir peut-être incompris quand on lui dit « mais non, ça va aller, mais non, mais ne t'inquiète pas ». Donc voilà, l'importance de valider ses sentiments. C'est normal d'être anxieux. Ça fait partie en plus de sa réalité à lui. Donc on valide ça. Donc on peut le rassurer en questionnant son inquiétude. On peut peut-être, au lieu de demander voilà, pourquoi es-tu inquiet, mais on peut peut-être plutôt lui demander mais que redoutes-tu le plus? Parce que ça permet ensuite de faire un tri un petit peu dans ses émotions et puis de l'aider voilà, à comprendre quelle est son appréhension peut-être la plus prégnante, qu'est-ce qui domine. Et on va pouvoir peut-être l'aider à apporter des réponses concrètes. Donc, voilà, il y a cette première petite chose, donc le rassurer, valider ses sentiments. Et puis peut-être, pour vous, en tant que parent, l'aider à comprendre qu'il y a différents types d'inquiétudes. Donc déjà, c'est de comprendre voilà, quelle est l'inquiétude, qu'est-ce qui cause cette inquiétude, quelle situation. Et de se poser la question, voilà, est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à cette inquiétude que je me pose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux trouver une solution? Donc si on peut faire quelque chose et trouver une solution, on réfléchit ensemble, on trouve des stratégies. Et puis, il y a ces inquiétudes qui malheureusement sont liées simplement à voilà, des inquiétudes qui passent, où on ne trouve pas forcément de solution. Donc là, ça fait vraiment partie de ces petites ruminations dont je parlais tout à l'heure. Donc, dans ces cas-là, moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu de technique de mindfulness, car ce sont des techniques qui nous permettent de développer un petit peu
comme un petit peu un témoin intérieur qui va observer ces ruminations et qui va pouvoir un petit peu se dire, voilà, ça c'est un peu comme, ça ne me sert à rien cette rumination, c'est juste une rumination qui passe. Donc, cette pensée ne m'est pas utile. Et des fois, j'aime bien appeler ça les pensées poubelles. Ce sont des pensées poubelles. Je ne peux rien faire. C'est juste une pensée qui tourne dans ma tête. Donc, on peut trouver des petites solutions. Donc, je vais parler maintenant de certains outils par rapport surtout à ces pensées, voilà, ces ruminations, ces pensées poubelles. Donc, on a plusieurs outils selon les âges, parce que je pense à vos enfants. Donc, pour les plus petits, on peut leur demander, par exemple, de mettre ces pensées, d'imaginer qu'on les met dans un ballon et qu'on laisse le ballon s'envoler. Donc, on peut faire ça, on peut imaginer ça avec lui. Après, pour les plus petits, j'aime bien l'idée d'une boîte à inquiétude, parce que ça permet de passer un petit moment avec lui, c'est-à-dire qu'on se pose un moment avec lui, on se pose avec son enfant, et on crée cette petite boîte à inquiétude. On peut la décorer, on peut s'assurer que c'est une boîte qui ferme bien, et on demande à l'enfant, voilà, d'écrire sur papier ses inquiétudes et de les fermer, de les mettre dans la boîte, de refermer la boîte et de trouver un endroit dans la maison où effectivement on va ranger cette boîte, on va la mettre de côté. Et ça permet de mettre un petit peu de côté les inquiétudes. Et puis ça peut permettre aussi de se dire, ben, j'y reviendrai demain. Demain, on retournera à la boîte aux inquiétudes, on réécrira un petit papier, on remettra le papier dedans. Ça permet de passer un moment avec votre enfant. Ça le rassure aussi de savoir que voilà, vous êtes là, vous avez entendu ses inquiétudes. Et ça peut permettre aussi d'échanger, de partager un moment. S'il ne sait pas forcément écrire et qu'il est petit, il peut aussi faire des dessins, il peut dessiner son inquiétude. C'est pas grave si le dessin, ça peut être une forme, ça peut être une couleur. C'est pas très grave, il faut que ça ait du sens pour lui. Donc ça marche bien avec les plus jeunes. Sinon, peut-être pour les adolescents, de tenir un journal aux inquiétudes. Donc, on prend l'habitude de poser sur papier ses inquiétudes. Ça permet un petit peu de les sortir de soi, de les mettre sur papier. Et en général, les chiffres montrent que c'est souvent très, très efficace. On peut tenir un petit journal aux inquiétudes aussi. Certaines personnes aiment bien ça, aiment bien écrire. Ça permet un petit peu aussi, encore une fois, de les sortir. Donc voilà, ce sont des petites techniques qui, je pense, sont valides. Peut-être que si certains parents ont envie d'avoir un petit peu plus de détails par rapport à ces techniques, je me propose, suite à ce webinaire, vous avez mon adresse email, vous avez eu, je pense, dans les emails qui ont circulé. Je vous propose de m'envoyer un petit email. Je peux vous envoyer les petits exercices qui sont liés vraiment à cette inquiétude. Donc, je pense que je vais pouvoir passer à la question suivante. Je ne vois pas pour le moment s'il y a de questions dans le chat. Donc, ce que je vais faire, je vais passer à la question suivante. Donc, que j'ai regroupée car c'est quelque chose qui est revenu aussi régulièrement. Donc, l'autre question, c'était: mon enfant est très négatif. Il pense que la situation actuelle ne va jamais s'améliorer. Comment faire pour trouver les mots justes? Donc, encore une fois, valider ses sentiments. C'est normal en ce moment de se sentir négatif. On a tous un peu l'impression qu'on ne va pas s'en sortir de cette situation. Mais vous pouvez encore aider votre enfant, encore une fois, à l'aider pour que ces sentiments négatifs ne prennent pas trop de place. Et pour ça, peut-être qu'il est bon que j'explique que voilà, notre cerveau, il a tendance à se concentrer sur le négatif. Peut-être, je suis sûre qu'en tant qu'adulte, vous le savez, une personne va vous dire, si on vous donne 5 choses, 5 feedbacks, 4 vont être positifs et une chose va être négative, on va avoir tendance à retenir que le feedback négatif. C'est parce que notre cerveau fait ça, en fait, constamment. Il scanne le danger, en fait. Il est toujours en alerte. Et ça vient un petit peu, nous avons hérité ça de la partie du cerveau plus archaïque.
Donc, c'est quelque chose que nous avons un petit peu en nous. Donc, notre cerveau fait ça, d'où l'importance de reprogrammer un peu notre cerveau. Parce que le côté positif de tout ça, c'est que notre cerveau, on sait qu'il est plastique. Donc, on peut reprogrammer et lui réapprendre à se recentrer sur les choses qui vont bien. Donc, on aide notre enfant pour en revenir à ses inquiétudes et peut-être à ses pensées négatives. On va pouvoir peut-être lui dire, alors, écrivons ses pensées. Quelles sont ses pensées négatives et peut-être l'aider à faire le tri. Encore une fois, voilà, ça c'est une pensée négative, mais quelles sont les choses qui vont bien? Quelles sont les choses que je peux un petit peu voir d'un côté plus positif? Donc, par exemple, on peut se dire, voilà, cette pensée m'est-elle utile? Non. Par exemple, s'il dit oh, je suis nul au foot, j'ai raté la course, vous pouvez l'aider à lui dire mais qui dit que tu es nul au foot? Quelles sont les preuves? Et puis peut-être l'aider à lui dire aussi, à lui faire poser la question si mon copain me disait ça, qu'est-ce que je trouverais comme mot? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais certainement mais non, bien sûr que tu n'es pas nul. Il trouverait des mots pour réconforter son petit copain. Donc, qu'est-ce qu'il va trouver comme mot pour lui-même? Encore une fois, c'est de développer cette partie de soi qui va trouver des mots un peu plus positifs. Donc, on peut aussi, ce qui peut nous aider, voilà, c'est de se recentrer sur le présent, sur les choses qui vont bien. Et voilà, je pense que ça peut aider avec les pensées négatives. Donc, l'aider à un petit peu retrier ses pensées pour apprendre à retenir aussi les choses qui sont positives. Donc, voilà un petit peu sur la question des pensées négatives. Donc, encore une fois, comme vous le voyez, c'est vraiment de valider, de l'aider à comprendre que voilà, ça arrive à tout le monde. On est tous en ce moment en train de... C'est très facile de partir dans ces scénarios un petit peu catastrophiques, mais de revenir à voilà, quelles sont les choses qui vont bien aussi. Quelles sont les choses qu'on fait bien. Voilà, donc ça c'est important. Voilà, je pense que je vais passer donc ensuite à l'autre question qui semblait revenir aussi. Donc, celle-ci, je vais la prononcer. Donc, un membre de notre famille est décédé suite à des complications liées au Covid. Donc, mon fils a peur que ce soit lui qui lui ait transmis et se sent responsable. Donc, comment faire? Donc, comment faire dans cette situation difficile? Donc, bien sûr, il faut prendre le temps de parler à votre enfant, prendre le temps de l'écouter. C'est une épreuve difficile. Il vient de perdre un membre de sa famille, donc cet être doit lui manquer terriblement. Il est en deuil et en plus, il a l'air de se sentir coupable. Il a l'air de penser que c'est lui peut-être qui lui a transmis la maladie. Donc rappelez-lui voilà, que c'est difficile, qu'il doit avoir beaucoup de chagrin, qu'il va falloir effectivement peut-être honorer cette personne qui est partie. La personne est partie physiquement, mais elle vit toujours en lui. Donc peut-être que c'est peut-être un moment pour lui expliquer que voilà, il peut peut-être, par exemple, lui écrire une lettre ou peut-être engager un dialogue intérieur avec cette personne. Ensuite, si ce sentiment de culpabilité le ronge et est très présent en lui, vous pouvez l'aider avec des petites techniques que l'on prend des thérapies comportementales, c'est-à-dire qu'on va l'aider à trouver des pensées alternatives. Donc ça marche aussi, par exemple, avec les pensées négatives. Donc, c'est-à-dire que c'est encore une fois aller challenger cette pensée. Quelles sont les preuves? Mais est-ce que c'est vrai?
est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il a pu vraiment transmettre cette maladie? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres raisons? Est-ce que ma pensée est juste? Et encore une fois, est-ce que ma pensée est utile? Et peut-être aussi, quels faits viennent contredire ma pensée? Donc ça, ce sont des petites choses qui peuvent vraiment aider, donc d'aller challenger ces choses-là, d'aller challenger la pensée. Et bien sûr, ça, c'est vraiment à faire avec lui, en l'accompagnant et surtout en validant ses sentiments, parce que c'est sa réalité à lui. Il a peur, il se sent coupable. Donc bien sûr, on valide tout ça. Et on l'accompagne dans son processus de deuil. Il est triste, comme vous devez être triste aussi. Donc voilà, peut-être on regarde, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer la disparu. On peut peut-être, je ne sais pas, donc comme je disais, lui écrire une lettre, lui parler. On peut trouver des petits moyens pour, par exemple, cuisiner, quel était son gâteau préféré, quelle était la musique qu'il aimait, il écoutait. On peut porter son pull, son écharpe. Voilà comment on peut entretenir un petit peu. Et surtout, voilà, ne pas avoir peur d'engager ces choses-là. C'est important de prendre le temps. Donc, encore une fois, de l'accompagner et de bien valider ces choses-là. Maintenant, je pense que je vais passer à l'autre question. Donc, quelque chose qui est aussi revenu souvent et je pense qui donc pour le coup est lié un petit peu à ces fameuses limites, c'était je n'ai plus le temps pour mes enfants, je suis sous l'eau et le télétravail n'a rien arrangé. Comment faire pour que mes enfants le comprennent? Donc encore une fois, situation difficile, les choses ont changé, le quotidien n'est plus le même, on se retrouve dans une situation où effectivement on est à la maison, donc vous voyez comme nos limites ont été un petit peu envahies, comme on n'a plus ces codes, on n'a plus le commute, on part plus le matin à une certaine heure, avant on partait du bureau, on fermait le laptop, on savait qu'il fallait qu'on aille attraper le train, on avait peut-être la nanny qui partait, donc on pouvait se poser, on avait ces limites qui se posaient plus facilement. Là, c'est nous en fait, on est un petit peu, on se retrouve un petit peu seul à gérer ça. Donc peut-être qu'on peut déjà en tant que parents s'interroger sur comment on va un petit peu s'imposer ces limites. Donc on peut déjà commencer par expliquer à nos enfants que c'est quand même une période très particulière, qu'on a été un petit peu dépassé par tout ça et qu'on va essayer de s'organiser au mieux pour retrouver du temps avec eux, parce qu'en fait ils ont besoin de ça, même si voilà, ça reste quelque chose de constant, ils ont quand même besoin qu'on passe du temps avec eux. Donc en tant que nous, en tant que parents, on peut se demander, voilà, comment on va rééquilibrer, comment on va peut-être retrouver un petit peu du temps pour rééquilibrer le travail et la famille. Donc, on s'imposer certaines limites. On va peut-être se dire, bon, bah, quand les enfants rentrent de l'école, par exemple, ils rentrent, c'est l'heure du goûter, je m'octroie ce moment avec eux, je fais ma pause. Donc, je passe mon temps avec eux, par exemple. Je vais peut-être aussi trouver un moment pour, voilà, à quel moment je me dis, ça suffit, je ferme mon ordinateur et ça y est, ma journée est terminée, je passe mon temps maintenant un peu avec les enfants, surtout autour du repas du soir, du rituel du coucher, de vraiment prendre le temps d'être avec eux. Je sais que ça demande des ressources, ça nous demande des ressources et de puiser en nous cette force, parce qu'on a été peut-être débordé dans la journée par notre travail. Mais c'est là où s'imposer ces fameuses limites, bon, ça devient très important. Donc voilà, c'est vraiment de se poser la question, comment je réétablis pour moi-même certaines limites.
Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, je pense qu'en tant que parent, on a un petit peu le devoir de faire ça. Et puis, peut-être aussi de se dire, bon, je passe moins de temps avec mon enfant. Donc, le week-end, voilà, comment je vais réinstaurer un petit peu de temps avec lui. Et puis, peut-être aussi, chaque enfant individuellement va peut-être avoir des besoins différents. Ils vont peut-être tous avoir des besoins différents parce que ils ont des âges différents. Ils ont peut-être besoin d'un petit peu d'attention. Donc, instaurer peut-être un week-end, je vais passer une après-midi avec tel enfant. Je vais peut-être même l'emmener voilà, faire son activité préférée, retrouver des moments comme ça qui sont précieux, retrouver tous ces moments vraiment, c'est très, très important. Donc ça, c'était la question un petit peu sur le travail, le temps que ça prend dans nos journées et vraiment réinstaurer ces fameuses limites dont je parlais un petit peu au début. Donc je crois que j'ai encore une ou deux questions. Je ne sais pas vous, monsieur Bittman, de votre côté, s'il y a quelques questions qui sont... Pour l'instant, non, on n'a pas de questions dans le chat, mais c'est que vous couvrez bien le sujet pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, pendant que Madame Champion répond à une des dernières questions, si vous en avez d'autres à poser en complément, de les inscrire sur le chat. Et sinon, allez-y. Ok, donc quelque chose qui est revenu souvent, c'est qu'effectivement, les enfants passent plus de temps sur les écrans. C'est quelque chose qui s'est accéléré un petit peu avec cette période de confinement. Donc il y a eu cette question, voilà, mon enfant passe beaucoup de temps sur les écrans, comment je rétablis voilà, un petit peu plus de temps à la maison pour autre chose. Comment, à nouveau, on va rétablir ses limites. Donc, voilà, il faut accepter, bien sûr, que c'est une période qui a été bien spécifique et que ça a été un moyen, surtout pour les plus grands, pour les adolescents, vraiment de garder contact avec leurs amis. Donc, il faut accepter que ça fait partie un petit peu de leur quotidien. Mais encore une fois, ça fait partie de réinstaurer ses limites et peut-être voilà, d'engager vos enfants dans la collaboration. C'est-à-dire, voilà, combien de temps as-tu besoin de passer sur ces fameux écrans? Faire comprendre que oui, pour garder le contact avec les amis, peut-être pour faire les devoirs, parce qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps effectivement comme ça sur les écrans aussi, parce que tout est plus ça a été sur Zoom, ça a été sur le Google Classroom. Donc voilà, combien de temps ils ont besoin, mais leur rappeler que le reste est important aussi. Le temps en famille, le temps pour la lecture, le temps pour les jeux, pour le bain, pour instaurer tout ça. Et puis, bien sûr, voilà, mais faire ça avec eux. Avoir une conversation franche, surtout avec les adolescents. Leur dire que vous comprenez, mais qu'il a peut-être plus de temps libre quand il a été à la maison, mais que vous ne pouvez pas pour autant le laisser passer tout son temps sur les écrans, car ils le savent, je pense, ils sont très informés aujourd'hui que c'est pas bon pour leur santé morale et puis aussi physique. Il faut qu'ils continuent de bouger. Donc, je propose souvent de poser et de tenir des propos comme comment on va faire, de quoi as-tu besoin, et redéfinir les cadres. Montre-moi et je te dirai ce que j'en pense. Et ensemble de revoir et de rediscuter ces nouvelles règles. Sachant que voilà, les adolescents, parfois, c'est pas toujours évident parce que voilà, les règles parfois sont là et ça n'empêche pas qu'elles soient transgressées. Donc, on est là pour rappeler le respect de certaines règles en famille qui permettent de mieux vivre ensemble. Elles sont faites aussi pour respecter le besoin de chacun dans la famille. Donc, voilà, chacun trouvera sa façon de dire les choses par rapport aux besoins des familles. Moi, par exemple, je sais que ça a été important d'instaurer, surtout à partir d'un certain horaire le soir, voilà, on pose les téléphones dans un endroit de la maison. Maintenant, c'est le repas du soir, on essaie de cuisiner ensemble et surtout, à table, pas de télé, pas de téléphone. On coupe la Wi-Fi 1 heure avant le coucher.
Voilà, moi, je pense que ça a été quelque chose d'assez bénéfique parce que sinon, c'est difficile. Voilà par rapport à cette question sur les écrans. Je ne sais pas, vous, de votre côté, Denis, encore une fois, je regarde un petit peu dans le chat. Non. Donc, peut-être que c'est le moment, oui. Donc voilà, on a une question ici. Comment déconstruire les commentaires critiques à l'égard des groupes qui semblent ignorer les règles sanitaires? Comment faire respecter les règles? Comment faire respecter les règles, bien sûr, par rapport aux règles sanitaires, par exemple, pour les enfants qui ne portent pas les masques ou qui ne veulent pas forcément se laver les mains, ce genre de choses, j'imagine. Oui, encore une fois, c'est bien leur faire comprendre à ces enfants qu'on est tous responsables et qu'on doit tous s'engager dans cette responsabilité et encore une fois comprendre que c'est contraignant. On est tous très embêtés. Ce masque nous gêne. On doit le porter toute la journée, surtout peut-être les enfants qui le portent toute la journée à l'école. C'est pas agréable, c'est gênant, mais que ça fait partie de notre responsabilité pour protéger les personnes à risque. Donc, avoir les discussions à la maison, encore une fois, je pense que ça se passe en famille, de prendre le temps de discuter de ces choses-là et de leur faire comprendre que c'est notre responsabilité de protéger les autres. Mais on ne pourra jamais se mettre à la place des autres. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour nos élèves du collège ici, donc les élèves les plus grands qui sont amenés à porter ce masque toute la journée, à une ou deux petites exceptions près, on peut dire que dans les 6 semaines qui viennent de se passer, ils ont été extrêmement responsables et oui. On a eu que très peu de soucis avec la question du port du masque ou du respect des gestes. Alors, Madame Conti nous demande ce qui se passe si c'est un tiers inconnu, comment agir avec d'autres. Dans les transports, par exemple, oui, ça y est, je vois le chat. C'est-à-dire si c'est un tiers inconnu, quel est par rapport dans les transports, si quelqu'un dans les transports ne porte pas de masque. Oui, c'est compliqué parce que on a pu le voir dans les news, dans les journaux, ça a pu engendrer certaines violences, même parfois, je crois, dans certaines situations. Donc, je pense qu'il va falloir soit se distancer de la personne, malheureusement, peut-être que c'est un choix qu'on fait à ce moment-là, soit j'engage la discussion sachant que la personne ne comprendra peut-être pas, et je n'obtiendrai peut-être rien, elle n'aura peut-être pas envie de porter le masque, soit je me déplace et je prends soin de moi. Je pense que ce sont des situations difficiles. Malheureusement, il y a toujours des gens, effectivement, qui n'ont pas cette conscience comme peut-être nous pouvons l'avoir autour de nous, à l'école, dans notre environnement. Donc, c'est très difficile à gérer, effectivement. Frustrant. Vous voyez la question ici sur la perte de liberté et le manque que génère la distance avec les familles lointaines. Vous avez quelque chose à répondre ici? Comment faire accepter cette nouvelle situation? À la Toussaint, on ne va pas pouvoir aller voir papy et mamie. Ah oui, je sais. Et encore une fois, je crois, comme je disais tout à l'heure en introduction, je ne sais pas si c'est facile d'accepter. Est-ce qu'on peut accepter? C'est douloureux. Nos familles nous manquent. On est tous dans cette situation. On ne sait même pas si on va pouvoir être réunis pour Noël. On est tous, c'est difficile. Donc ça, je pense que ça apporte beaucoup de tristesse et je pense que c'est malheureusement accueillir ce sentiment de tristesse et se dire que pour le moment, c'est comme ça, que se rappeler que c'est une situation temporaire. Peut-être c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais aussi peut-être se recentrer sur les choses qui en ce moment on peut contrôler. On est face à une situation qu'on ne peut pas contrôler. Donc, vraiment de recentrer son énergie sur qu'est-ce que je peux contrôler. Je peux contrôler que je prends soin de moi, mon hygiène,
Je peux contrôler que je reste en contact avec ma famille. Par le lien, par le biais de Zoom, par le biais de... Ça ne remplace pas la présence, mais voilà, je reste en contact et j'accepte que pour le moment, c'est ce que nous sommes, on est en train de faire face à cette situation. Donc, accepter et revenir au moment présent et se dire que c'est une situation que l'on espère tous temporaire. C'est quelque chose qui... Voilà, ça ne va pas durer. Encore une fois, c'est cette acceptation de l'incertitude. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'être humain n'est pas du tout doué face à l'incertitude. Notre cerveau n'est pas du tout en accord avec ça. Et plus on va lutter contre ça, et plus on va avoir du mal à gérer ça. Donc, je pense que c'est important de se dire voilà, comment j'accepte un minimum que tout soit un petit peu perturbé et je me recentre sur qu'est-ce qui n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Je reviens encore une fois sur qu'est-ce que je peux faire pour malgré tout dans mon quotidien réintroduire des choses qui vont me faire plaisir, qui vont me remettre un petit peu le goût aux choses que je faisais avant et se concentrer sur ces choses-là. Je pense que c'est important. Bien, mais écoutez, je crois qu'on on vous remercie pour ces quelques ficelles, ces tuyaux, cette réflexion qui vont permettre à chacun d'entre nous de réfléchir à notre quotidien et de voir comment on peut utiliser ce que vous venez de partager avec nous. Et pour tous les parents qui nous écoutent, si vous avez des questions complémentaires à poser, n'hésitez pas à les envoyer. Donc, l'adresse doit être c.champion@cfbl.org.uk. C'est ça, je pense. Hein, donc, tout à fait. Mais vous le retrouverez dans l'ensemble de nos écrits. Et puis donc, merci encore. Et je pense qu'on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez des informations complémentaires sur certains exercices que j'ai mentionnés ce soir. Merci beaucoup.